Préparez-vous car aujourd'hui j'ai du lourd pour vous. Nous allons plonger profondément dans le monde où l'IA et la biologie se rencontrent. Il y a ce nouveau communiqué de presse à propos d'une entreprise et de leur nouveau modèle d'IA qui a fait sensation. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une vidéo précédente sur la façon dont ce modèle est capable de simuler en gros quelques 500 millions d'années d'évolution en quelques mois seulement de traitement informatique, mais là c'est encore une étape énorme qui est franchie. Vous allez voir que le sujet est assez passionnant. Je ne vais pas vous faire attendre davantage, voici le grand titre. Cette IA peut réellement créer des protéines entièrement nouvelles, et c'est une affirmation assez audacieuse. C'est quelque chose qui prend à mère nature des centaines de millions, voire des milliards d'années. C'est ça le plus fou. Nous ne parlons pas seulement d'analyser des protéines qui existent déjà, mais de les concevoir et de les construire à partir de zéro pour répondre à certaines fonctions, certaines spécifications. C'est un tout autre niveau de contrôle sur les éléments constitutifs de la vie. C'est vraiment une toute nouvelle frontière. Commençons donc avec Evolutionary Scale. Qui sont ces gens? De quoi s'occupent-ils? Eh bien, Evolutionary Scale est un laboratoire de recherche en IA qui a émergé sur la scène en 2023, et ils sont là pour bouleverser la biologie. Leur objectif est de rendre la biologie programmable grâce à l'intelligence artificielle, ce qui est un but assez ambitieux. Être capable de programmer la biologie, ça ressemble à quelque chose tout droit sorti de la science-fiction. Mais voilà le truc, ces personnes ont des références sérieuses. C'est la même équipe qui a développé ESM1 chez Meta, anciennement Facebook, qui était l'un des premiers modèles linguistiques de protéines. Bien sûr, nous avons entendu parler d'AlphaFold, développé par Google DeepMind basé sur l'architecture Alpha. Mais c'est un peu différent, c'est comme un grand modèle de langage, comme ChatGPT, mais pour les protéines. Pour le dire simplement, cela signifie essentiellement enseigner à l'IA à comprendre le langage des protéines. Et ils ont décroché la coquette somme de 142 millions de dollars en financement. Clairement, de gros acteurs croient en ce qu'ils font et c'est bon signe. Ils ont donc le cerveau et le soutien financier. Mais qu'en est-il de cet ESM3? Qu'est-ce qui est si important avec lui? Comme je l'ai dit, nous l'avons couvert en détail dans une vidéo précédente, il y a quelques mois. Mais en gros, ESM3, c'est bien sûr de l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT et d'autres. Il ne fait pas canaliser des données. Il crée quelque chose de nouveau, il génère quelque chose de nouveau. Et tenez-vous bien, il a été entraîné sur un ensemble de données de 2,78 milliards de protéines. Je n'arrive même pas à me représenter autant de protéines. C'est un nombre astronomique. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, imaginez donner à un enfant une bibliothèque de 2,8 milliards de livres, tous sur le sujet des protéines. Il saurait tout, il serait un expert en protéines. C'est ESM3. Il a ce genre de connaissances sur les protéines, des minuscules bactéries aux gigantesques séquoias. C'est comme une encyclopédie des protéines sous stéroïdes. C'est une excellente façon de le dire, une base de connaissances massive et exhaustive. Mais qu'est-ce qui rend ESM3 différent des autres IA qui étudient les protéines? C'est là que les choses deviennent plus intéressantes. La plupart des modèles d'IA qui examinent les protéines se concentrent sur leur séquence, un peu comme l'ordre des lettres dans les mots. Les acides aminés composent la protéine, la séquence dans laquelle ils sont disposés et la forme dans laquelle ils se replient donnent à la protéine sa fonction. Mais ESM3 ne se contente pas de regarder la séquence, il va bien au-delà. Il examine la séquence des protéines, il regarde aussi leur structure 3D, pensez-y comme de l'origami, et leur fonction. En gros, c'est voir ce que la protéine fait réellement dans une cellule, et c'est ce qui lui donne la capacité de concevoir ces nouvelles protéines à partir de zéro. C'est comme s'il comprenait non seulement les lettres de l'alphabet des protéines, mais aussi la grammaire et toute l'histoire. Et le meilleur, c'est que nous avons une preuve réelle de cela, des applications concrètes dans la vie réelle. Evolutionary Scale a fait les gros titres avec ce qu'ils appellent la percée GFP. C'est ce que notre précédente vidéo a couvert. Alors, GFP signifie Green Fluorescent Protein, protéine fluorescente verte. C'est la substance que l'on trouve dans les méduses qui les fait briller, qui les rend jolies et lumineuses dans le noir. Je suis sûr que vous avez vu des images de méduses lumineuses sous l'eau, c'est assez cool, vraiment étonnant. Les scientifiques utilisent cette protéine pour illuminer des structures à l'intérieur des cellules, en l'utilisant comme une petite lampe de poche naturelle. Nous avons donc pu utiliser cette protéine que nous avons trouvée dans la nature, qui a évolué naturellement, par exemple dans les méduses, et nous avons pu l'identifier et l'utiliser. Ce n'est pas nouveau,
Mais ESM3 a en fait créé une toute nouvelle GFP, et elle est complètement différente de tout ce qui se trouve dans la nature. Sur les centaines de millions d'années d'évolution, toutes les différentes protéines qui ont évolué naturellement, celle-ci ne l'a pas fait. Nous ne l'avons jamais vue. Mais ESM3 a créé cette protéine qui n'existe pas naturellement. C'est quelque chose qui aurait pris, disons, si on réinitialisait la vieille planète Terre et qu'on laissait l'évolution recommencer depuis le début, peut-être que cela aurait pris à la nature 500 millions d'années d'évolution pour en arriver à cette GFP spécifique, cette protéine brillante. C'est donc assez époustouflant à y penser. Imaginez compresser 500 millions d'années d'évolution en quelques mois de traitement informatique. C'est assez fou. Laissez-moi vous dire comment ils ont fait. Ils ont demandé à ce modèle de produire de nouvelles protéines potentielles qui brillent. Ils demandent alors la chose suivante à l'IA. J'aime bien cette fonction qui fait qu'une protéine brille. Donne-moi une centaine de structures protéiques ou d'idées de protéines qui pourraient m'y briller comme ça. Et le modèle le fait. Ils ont pris les meilleures, celles qui, selon eux, pourraient fonctionner. Ils les ont testées en laboratoire, ont essayé de les recréer et ils ont trouvé qu'une poignée d'entre elles avaient effectivement une certaine brillance. Ils ont donc sélectionné celles-là. Ils sont ensuite retournés sur le modèle linguistique et ont dit « Ok, j'aime bien ça. Voici celle qui correspond vraiment à ce que nous recherchons. Tu t'en es bien rapproché, donne-moi beaucoup plus comme celle-là. » C'est comme parler à ChatGPT mais pour les protéines. Et le modèle linguistique a dit « D'accord, je comprends, vous cherchez quelque chose comme ça. » Et il a produit d'autres échantillons pour qu'il les teste. Et voilà, l'une d'entre elles était une GFP brillamment lumineuse, une protéine fluorescente verte. Et celles-ci, d'ailleurs, ont des structures vraiment étranges qui sont très inhabituelles dans la nature. C'est en fait assez bizarre que quelque chose comme ça puisse évoluer naturellement. Mais le point est qu'il en a trouvé une qui n'a jamais évolué naturellement, qui brille intensément, et qui est une toute nouvelle protéine que nous n'avions jamais vue auparavant. Voilà le pouvoir de ESM3. Donc ce n'est pas juste de la science cool, cela a de sérieuses applications dans la vie réelle. Nous parlons de choses qui pourraient nous impacter directement, comme la découverte de médicaments, de nouveaux matériaux pour la construction, les batteries ou les supraconducteurs, peut-être même des choses comme la capture du carbone de l'atmosphère. Ce sont tous des domaines où ESM3 pourrait faire une énorme différence. Mais avant de m'emballer, revenons un peu sur Terre un instant. Quelle est l'accessibilité de cette technologie ? Est-ce que cela va être enfermé dans un laboratoire high-tech où nous, simples mortels, ne pourrons pas vraiment y accéder ? C'est là que ça devient intéressant parce que Evolutionary Scale est réellement engagé à rendre ESM3 accessible à la science. Ils ont une version ouverte, comme une version open source de ESM3 conçue spécifiquement pour les chercheurs. Ils gèrent une API bêta fermée pour les personnes travaillant sur des applications spécifiques. Ils s'associent même avec de grands acteurs comme AWS, Amazon Web Services et collaborent avec Nvidia pour rendre cette technologie plus largement disponible. Ils ne la gardent donc pas pour eux. Il semble vraiment qu'ils veulent démocratiser l'accès à cet outil puissant, ce qui est fantastique pour l'avenir de la recherche, du développement et de la biologie. Car cela signifie simplement que plus de personnes brillantes peuvent s'impliquer et explorer le potentiel d'ESM3, peut-être même apprendre à créer une version améliorée. Le point est que nous avons cette IA qui peut créer de nouvelles protéines comme la percée qu'ils ont eue avec les GFP, ce qui revient à accélérer l'évolution, à simuler l'évolution pour arriver à de nouvelles conceptions que nous n'avions jamais vues auparavant. C'est comme accélérer la découverte d'une manière que nous n'avions jamais imaginé possible. Et ils s'engagent également à rendre cette technologie accessible à la communauté scientifique au sens large. Alors où allons-nous à partir de là? C'est vraiment époustouflant de voir à quelle vitesse les choses évoluent dans ce domaine. Ce qui est excitant avec Evolutionary Scale, c'est qu'ils sont très conscients des possibilités et semblent aussi très conscients de la nécessité d'être responsables. Ils utilisent sans cesse cette phrase « rendre la biologie programmable ». Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? C'est certainement une déclaration audacieuse, mais imaginez être capable de concevoir et de construire des systèmes biologiques avec la même précision et le même contrôle que nous utilisons pour concevoir des logiciels ou construire des machines, des usines, semblables à la façon dont vous concevriez une chaise ergonomique ou une souris. Nous pourrions concevoir, la vie. Du moins, c'est l'objectif ultime. Au lieu de compter sur les mutations aléatoires de la nature et l'évolution lente, nous pourrions réellement concevoir des solutions à des problèmes qui existent depuis des siècles.
Pensez à la conception de nouveaux médicaments ou biomatériaux avec une précision et une efficacité sans précédent. Mais soyons spécifiques. Nous avons parlé d'applications comme la découverte de médicaments et la science des matériaux. Quels sont quelques exemples concrets de la façon dont ESM3 pourrait être utilisé pour relever ces défis? Commençons par la découverte de médicaments. D'ailleurs, AlphaFold de Google DeepMind a récemment déclaré qu'ils rendent leurs outils plus accessibles à tous. Et ce sont eux qui parlent de découverte de médicaments. Demi Hassabis, le PDG de Google DeepMind, parle de potentiellement guérir les maladies dans les 10 à 20 prochaines années. D'après son interview, il semble qu'ils disent que toutes les maladies, ou du moins la grande majorité des afflictions de l'humanité, pourraient potentiellement être résolues si nous parvenons vraiment à créer ces protéines conçues sur mesure. Par exemple, imaginez utiliser ce modèle ESM3 pour créer des protéines qui peuvent cibler des voies spécifiques de maladies avec une précision incroyable. Cela pourrait conduire à des traitements beaucoup plus efficaces et avec moins d'effets secondaires que tout ce que nous avons aujourd'hui. Notre pharmacologie n'est pas toujours la plus précise. Lorsque nous concevons des médicaments, nous essayons des choses et nous disons « Eh bien, cela semble faire effet ». Mais il y a aussi tous ces effets secondaires. Et nous essayons de tester et d'améliorer. Mais c'est un peu aléatoire. Être capable de créer des protéines pour des maladies spécifiques avec une précision incroyable pourrait conduire à des traitements beaucoup plus efficaces, c'est important. Mais aussi avec moins d'effets secondaires que tout ce que nous avons aujourd'hui. Au lieu d'un médicament à large spectre qui peut parfois donner l'impression de frapper un moustique avec un marteau pilon, nous parlons de traitements ciblés au laser, et cela va bien au-delà du simple traitement des maladies existantes. Nous pouvons utiliser ESM3 pour développer des thérapies préventives, identifier des cibles médicamenteuses potentielles beaucoup plus tôt, et même personnaliser la médecine en fonction de votre propre composition génétique unique. Imaginez une médecine personnalisée, des suppléments adaptés à votre ADN. Et aussi, par exemple, qu'en est-il de la science des matériaux? Comment ESM3 pourrait-il bouleverser l'industrie des matériaux? Pensez à concevoir des protéines avec des propriétés spécifiques, comme une incroyable résistance à l'attraction, flexibilité, voire conductivité. Concevoir un supraconducteur pourrait être possible. ESM3 pourrait aider à créer des biomatériaux entièrement nouveaux pour tout, de l'emballage durable à l'électronique avancée. Nous parlons de matériaux qui ne sont pas seulement performants, mais aussi biodégradables et respectueux de l'environnement. Nous pourrions même voir le développement de matériaux auto-réparants inspirés des processus régénératifs de la nature. C'est tout droit sorti d'un film de science-fiction. Concernant la capture du carbone, ESM3 pourrait-il jouer un rôle dans la lutte contre la pollution climatique? Absolument. Une possibilité est de concevoir des protéines qui peuvent se lier au dioxyde de carbone avec une efficacité incroyable. Elles agiraient comme des éponges moléculaires pour l'éliminer de l'atmosphère. Au lieu de simplement essayer de réduire les émissions, nous pourrions réellement extraire le carbone de l'air. Et garder à l'esprit que ESM est accessible. Evolutionary Scale fait des efforts pour rendre ESM3 disponible aux chercheurs. Maintenant, la question est-ce suffisant ? C'est une chose de rendre la technologie disponible, mais il est tout aussi important de s'assurer qu'elle est accessible à ceux qui peuvent réellement l'utiliser pour développer des applications concrètes. Il ne s'agit pas seulement de rendre le code open source, nous devons aussi nous assurer qu'il existe des moyens pour les gens de l'appliquer, via des partenariats, des ressources éducatives ou d'autres mécanismes de soutien. Nous avons besoin que tout l'écosystème fonctionne. Une autre chose à surveiller est le développement de modèles d'IA encore plus puissants, capables de gérer des tâches biologiques encore plus complexes. ESM3 et AlphaFold ne sont vraiment que le début. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui est possible. ESM3 est comme le modèle T de l'ingénierie des protéines. Nous pouvons nous attendre à voir l'équivalent de Ferrari, de vaisseaux spatiaux et de Tesla dans un avenir peut-être pas si lointain. Nous pouvons également nous attendre à voir une augmentation rapide du nombre d'applications. En ce moment, nous parlons de découverte de médicaments, de science des matériaux, de capture du carbone. Mais dans quelques années, une fois que plus de personnes brillantes auront mis la main dessus et tenteront de l'appliquer dans leur propre domaine d'expertise, qui sait quels autres domaines seront révolutionnés par cette technologie? C'est une technologie très puissante. Nous parlons de manipuler les éléments constitutifs même de la vie. Et bien sûr, il pourrait y avoir de nombreux risques, potentiels et défis dont nous devons être conscients, alors que nous entrons dans ce territoire inexploré. C'est une question cruciale qui mérite une attention très soigneuse.
nous devons être conscients de certains inconvénients potentiels. Une grande préoccupation est la possibilité de conséquences involontaires. Nous jouons un peu à Dieu ici, lorsque nous commençons à manipuler des systèmes biologiques complexes. Il est impossible de prédire tous les résultats potentiels. Vous avez aussi l'ADN qui est un peu différent, ce ne sont pas des protéines, mais ils ont aussi un code d'une certaine sorte. L'ADN a sa propre version de lettres, de phrases et d'histoires, etc. Donc si nous nous rapprochons de la capacité de programmer la vie, y a-t-il des lignes que nous ne devrions pas franchir ? Par exemple, avec l'édition du génome, il y a une sorte d'accord global parmi les chercheurs que nous pouvons faire de l'édition génétique sur les individus, mais pas sur tout ce qui est transmis à la prochaine génération. Il y a cette idée d'édition génétique de la lignée germinale, un processus très controversé qui modifie l'ADN dans les cellules germinales d'un individu, comme les ovules ou le sperme, créant des changements génétiques transmis aux générations futures, par opposition aux changements génétiques qui disparaissent avec l'individu. En tant qu'humanité, nous avons tracé cette ligne. Nous ne voulions pas faire un changement qui pourrait se retourner contre nous et se propager dans la population. Certaines personnes ont franchi cette ligne et ont eu des problèmes pour cela. Je m'égare un peu, donc c'est ma conclusion pour YouTube. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé. C'est Vision IA et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu.